Abdelmalik, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour ces Bibliothèques Idéales. C'est la deuxième fois que vous venez aux Bibliothèques Idéales. Oui, deuxième fois. La première fois, c'était en 2017 2017, exactement. Et déjà ici à l'Opéra. Déjà à l'Opéra. Voilà. Ouais. Et là, donc, vous venez pour un livre qui s'appelle Méchante blessure, qui raconte l'histoire d'un rappeur strasbourgeois, d'origine strasbourgeoise, enfin, en tout cas, qui a vécu à Strasbourg, d'origine congolaise, qui se retrouve à New York et qui meurt malencontreusement sur le parking d'un club de striptease, ce qui est un parcours assez étonnant pour cet homme empli de spiritualité. Et bon, je ne vais pas dévoiler tout le reste parce que c'est un parcours assez onirique. D'ailleurs, avant de parler du fond, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi cette forme, parce que c'est ni un roman, ni un essai, ni un conte, c'est un peu tout ça à la fois. Pourquoi avoir choisi cette voie très onirique et pas avoir pris un déroulé classique, ou d'un roman, ou de l'essai, ou du pamphlet? D'abord, pour moi, la chose littéraire, c'est aussi l'endroit de la liberté absolue. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est d'essayer dans la forme, parce que je fais partie de ceux qui pensent que le fond, c'est la forme. C'est d'essayer déjà, dès la forme, d'amener quelque chose de singulier, quelque chose qui ne soit pas nécessairement comme, enfin, ce qu'on attend, comme un être. Pas figé. Pas figé. Oui. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, cette idée de raconter l'histoire de ce personnage qui me ressemble un peu, d'avoir une sorte d'avatar comme ça. C'est il y a quelques années, lorsque François Weyergans a écrit 3 jours chez ma mère. Ouais, magnifique. C'était magnifique. Ouais. En fait, ce livre, il m'a tellement marqué que je me suis dit, lui, il y a son avatar aussi qui s'appelle François Weyergraf. Ouais. Et je trouvais ça hyper intéressant de trouver une sorte de personnage, raconter l'histoire de quelqu'un qui nous ressemble un peu, mais qui ne soit pas vraiment nous, et lui faire vivre des choses liées à, j'ai envie de dire, liées à la fois à nous, notre état affectif, émotionnel, notre regard sur le monde, mais en même temps l'évolution de la marche du monde elle-même. Et lui-même, pardon, et donc voilà. Donc tout ça pour moi c'était une sorte de challenge et j'ai eu envie de raconter ça. Et c'est un moyen de mettre de la poésie finalement dans du réel et dans du vécu. Je sais que pour vous la poésie est quelque chose de très important. Je vous ai entendu dire j'ai envie de poétiser mon existence et de poétiser celle de mes lecteurs et mes spectateurs. Le fait de s'appuyer sur un parcours qui est le vôtre, globalement, je veux dire, à part la fin, je ne vous souhaite pas. Qui ressemble beaucoup au mien. Qui ressemble beaucoup au vôtre. Mais là, c'est l'occasion de mettre de la poésie complètement dans ce parcours et d'expliquer les choses par le biais poétique. En fait, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, tout part de la poésie. Je ne me dis pas, je vais mettre de la poésie. La poésie est là. La poésie est là, exactement. Et ensuite, on construit avec la poésie. Et ma démarche est celle-là, vraiment poétiser mon existence, poétiser le monde. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Essayer de magnifier les choses, c'est-à-dire essayer de voir du beau en toute chose et de trouver l'équilibre et de réfléchir de cette manière-là. Donc pour moi, le cœur de mon travail, c'est celui-là, c'est la poésie et la musique qui est son corollaire d'une certaine manière. Ça fait écho à ce que dit votre amie et marraine Juliette Gréco, si ça rime, on a déjà de la chance. C'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. Ouais. Non, mais c'est une très belle phrase. Ouais, elle m'avait dit ça et voilà. Et puis pour revenir à mon personnage qui s'appelle Camille, et Camille c'est l'anagramme de Malik, donc voilà, l'un et l'autre c'était ouais. Oui, tous les déroulés, toute la partie d'enfance, tout ça, c'est quelque chose qui épouse votre parcours. Qui épouse mon parcours. Voilà, alors pour le deuil qui donne lieu à deuil du père, qui donne lieu à de très très belles pages, vraiment très émouvantes, avec le retour au pays. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez vécu, ou parce que c'est difficile de démêler dans ce livre ça, la part de l'onirique et la part du réel. Non, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Mon père, bien que séparé de ma mère depuis longtemps, est toujours vivant, est bien vivant et en bonne santé. En tout cas, c'est des vraies pages de roman, parce que c'est des pages magnifiques, et là, il n'y a pas de rupture du tout. En fait, c'est étonnant, parce que c'est un texte qui est fait de rupture, mais il n'y a pas de rupture. Ouais, c'est ça. Donc on est plongé en permanence dans l'un et de l'autre, on va dans des parcours différents. C'est comme la vie, j'ai envie de dire. Ouais. La vie, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne à la fois, il y a quelque chose qui est comme ça, qui est continu, en tout cas, quelque chose d'une forme d'homogénéité, et puis il y a des ruptures à l'intérieur, dans nos vies, que ce soit notre rapport aux autres ou notre rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on est le même que la personne qu'on a été hier et la personne qu'on est en train de devenir? Enfin, c'est toujours... C'est une histoire de fracture, en fait. C'est une histoire de fracture, et c'est très, en ce sens-là, c'est très glissantien dans ma manière de voir les choses. C'est fonctionner aussi, écrire sur la notion de rupture, sur la notion de fracture et comment tout ça fonctionne. Parler d'Édouard de Glissantien, donc d'Édouard Glissant, ce poète martiniquais, enfin qui est plus qu'un poète, parce que c'est un vrai penseur martiniquais, qui a repensé la théorie de la créolisation. C'est le père du tout-monde et du spleen du tout-monde, qui est une notion
À quel moment vous avez rencontré Glissant et est-ce que vous en souvenez et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de découvrir Glissant? Parce qu'il y a beaucoup de figures tutélaires dans votre livre, hein, Camus, sur lequel vous avez déjà écrit un ouvrage, Gréco, etc. Mais Glissant est extrêmement présent dans cet ouvrage. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi pas un autre penseur? Parce qu'il y en a eu d'autres, il y a eu Césaire, il y a eu qui ont compté aussi, j'imagine, pour vous. Glissant, qu'a-t-il de spécial pour vous? D'abord, Glissant, je l'ai rencontré pas loin ici, là. Je l'ai rencontré, quand je dis je l'ai rencontré, on ne s'est jamais rencontré, mais je l'ai rencontré, ses livres en fait, je l'ai rencontré à une librairie pas loin ici. Et il fait partie de ces gens, quand j'ai lu ses ouvrages, quand j'entendais ses interventions à la télé, quelqu'un qui m'a profondément marqué et changé ma vision, vraiment ma vision du monde en fait, réellement. C'est une figure hyper importante, c'est une figure intellectuelle hyper importante. Parce que, au-delà de. Parce que, quand il parle de créolisation, tout ce qu'il dit sur le monde, tout ce qu'il dit sur l'identité, tout ce qu'il dit finalement sur cette possibilité, dans un monde comme ça, où on peut avoir le sentiment qu'on vit dans quelque chose de chaotique, et ben on trouve de l'harmonie par lui, on trouve du sens. L'harmonie du chaos. L'harmonie du chaos. Et toute cette démarche-là, elle est hyper importante quand on est. Quand on est noir, musulman, alsacien, européen, les racines africaines, etc. Comment tout ça s'harmonise, Et pour moi, c'est vrai qu'il y a deux figures rapport à cette réflexion sur l'identité. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a deux figures pour moi qui sont fondamentales, qui sont Camus et Glissant, justement. Glissant par rapport à cette idée de son identité propre, en écho par rapport au monde, et Camus dans cette idée, presque... en termes de valeur, en termes de rigueur, en termes de responsabilité, et finalement aussi penser l'Europe de manière avec justesse. Voilà, donc c'est hyper important pour moi. Et ce que je trouve vraiment très bien vu et très important dans le livre, toujours avec Glissant, c'est ce rapport que vous faites entre la créolisation et la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les deux pourraient se mélanger, on pourrait penser que c'est la même chose. Il y a une différence fondamentale entre la créolisation et la mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, comme vous disiez, on est devenus tous américains, on a une mondialisation des âmes et des esprits. Cette opposition-là, en fait, on a l'impression là aujourd'hui qu'il y a une fusion, en fait, il y a une opposition radicale. En fait, la pensée de Glissant, sur ce point de vue, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a le mouvement des populations qui se passe, et il y a des gens qui se retrouvent finalement ensemble alors qu'ils ne devaient pas être ensemble. Il y a des tragédies d'histoire, etc., l'esclavagisme, enfin, le colonialisme, l'immigration, etc., etc. Et une fois que ces personnes-là sont ensemble, ils créent du neuf, ça crée du neuf. Et en fait, c'est cette identité-là neuve qui est à la fois où la singularité de chacun n'est pas effacée, au contraire, mais il y a aussi quelque chose de collectif qui se met en place. Et c'est là où ça devient hyper intéressant. Et finalement, cette idée de créolisation, c'est ça, en fait. Et donc, ça ne concerne pas, parce que quand on dit créolisation comme ça, on a l'impression que ça concerne, je sais pas, les îles uniquement et tout. Mais ce qui s'est passé dans les îles, finalement, c'est ce qui se passe sur le continent aujourd'hui. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Et finalement, le côté obscur de cette rencontre-là et de ce croisement-là, c'est précisément la mondialisation. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci.